Voilà. Bon, je voudrais aborder ce sujet, rassurez-vous, ça ne va pas être un sujet d'anatomie où nous allons revoir un par un tous les muscles de la hanche, les voies d'abord, tout ce que vous devriez savoir et que vous pouvez savoir en lisant un livre d'anatomie. Non, j'aimerais qu'on réfléchisse de manière plus philosophique aux articulations en général et à la hanche en particulier, et notamment que vous réfléchissiez à cette phrase qui dit « rien de trop ». Sur le temple de Delphes, il est écrit « connais-toi toi-même et tu connaîtras les autres ». Il est écrit en deuxième phrase, moins connue, rien de trop. Alors cette phrase, elle est très importante en général dans la vie. Il ne faut pas avoir trop de choses, c'est le bouddhisme, vous pouvez y réfléchir pour vos amants et maîtresses, mais c'est valable pour le corps humain. C'est-à-dire que dans le corps humain, tout sert à quelque chose et rien n'est en trop. Et donc, quand on fait une prothèse en général, une prothèse de hanche, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que ce que nous remplaçons, nous le faisons bien et cela ressemble à l'anatomie? Est-ce que l'on ne remplace pas des éléments importants que l'on a enlevés? Est-ce que l'on n'abîme pas des éléments anatomiques qui n'étaient pas altérés par la maladie qui a conduit au remplacement? Et même, est-ce que pour des raisons anatomiques, nous ne faisons pas courir des risques aux patients? Voici quelques questions d'ordre général, presque philosophique, que nous allons aborder avec le plus de modestie possible. Donc, la première chose, c'est les matériaux. Si vous réfléchissez de quoi est fait une articulation, elle est faite de cartilage et d'os. Le cartilage, c'est du collagène, des protéoglycans, du calcium, des chondrocytes. L'os, c'est de l'hydroxyapatite, du collagène, des cellules, de l'eau, de la moelle, qui elle-même contient des cellules. Mais tous ces éléments sont abordables pour la destruction par le système de la chimie organique, c'est-à-dire la chimie du carbone. Nous avons des cellules, les macrophages, qui peuvent emporter des petits morceaux de tous ces éléments et les éliminer dans les urines ou les selles. Et puis, s'ils n'arrivent pas à les transporter, ils peuvent les détruire, les découper avec des cytokines. Par quoi nous le remplaçons? Par du chrome, du cobalt, du molybdène, du zinc, de la céramique, du polyéthylène, du titane, du vanadium et du nickel. Aucun de ces éléments n'existe normalement dans le corps humain et nous ne sommes pas équipés pour les éliminer. Et ça pose un vrai problème parce qu'il se produit deux choses. Soit nous accumulons un certain nombre de particules et puis l'organisme essaie de les détruire. Et il n'y arrive pas. Alors il voit trois types de particules. D'abord des particules assez grosses, supérieures à 20 mu. Et 20 mu, c'est la taille du macrophage. Alors là, le macrophage ne fait rien, il dit respect, un gros morceau, je le laisse là. Et on accumule des débris tout autour de la prothèse. Soit la particule fait moins de 1 mu. Il peut la phagocyter et la transporter. Et quand on a une prothèse de hanche, on urine du chrome, du cobalt, du polyéthylène. Le problème, ce sont les particules entre 1 et 10 mu qui sont assez petites pour qu'il les phagocyte, mais trop grosses pour qu'il les transporte. À ce moment-là, il va essayer avec des cytokines de détruire ces particules et comme il n'y arrive pas, il va se détruire lui-même et les tissus en carbone qui nous entourent, c'est-à-dire il va faire une lyse osseuse tout autour de la prothèse et progressive par réaction aux particules. C'est-à-dire que c'est une réaction auto-immune, nous détruisons nous-mêmes notre os tout autour de la prothèse quand il y a un excès de particules d'une certaine taille. À l'extrême, on peut faire une réaction allergique, je ne sais pas si c'est le terme local dont on parle souvent, ALVAL, mais je vous rappelle ce que ça veut dire parce que quand on veut savoir ce que veut dire ALVAL, c'est plus dur. Aseptic lymphocytis dominated vasculitis associated lesion. Le VAL à la fin, on ne le trouve jamais, ça ne veut dire que lésion associée, qui en fait est une destruction rapide et réelle de tous les tissus tout autour de la prothèse, des muscles et de tout ce qui se trouve. Et il y a même des tumeurs solides encore plus agressives. Donc, le fait qu'on ne soit pas capable de remplacer par d'autres matériaux est un risque. Dans tout cela, vous avez vu qu'il y a du nickel, on en a parlé la dernière fois. Le nickel, c'est le plus dangereux et c'est un des liants pour les différents aciers, pour les différents matériaux entre eux pour faire de l'acier. Et ce nickel pourrait être remplacé, mais difficile à faire parce que ces matériaux sont déposés et si on le remplaçait, il faudrait refaire tout le circuit. Alors, qu'est-ce qu'on est capable de reproduire à peu près correctement? À peu près correctement, c'est la morphologie de l'articulation, c'est-à-dire tout d'abord la taille de la tête. Et vous savez que la taille de la tête, c'est essentiel pour le risque de luxation. Plus la tête est petite, moins il y a de frottement et moins il y a d'usure, mais plus elle est petite, plus il y a de risque de luxation, parce que la jump distance augmente et le risque d'effet cam avec le col augmente aussi.
Et vous voyez qu'une tête normale, elle fait entre 44, et c'est une petite tête, jusqu'à 65 mm. Et nous, on va de 22 à 36. Mais on est quand même loin de reproduire l'anatomie. L'anatomie, c'est une grosse tête et un gros col. C'est un rapport entre les deux, mais c'est quand même une grosse tête. Alors la double mobilité serait ce qui se rapproche le plus d'une tête normale, même si le fonctionnement mécanique n'est pas le même. Ensuite, on est capable de reproduire l'espace articulaire. Ce qu'on appelle l'espace articulaire, c'est la partie occupée dans l'articulation par la tête et le col en intra-articulaire. C'est-à-dire quand on enlève la tête et le col, il faudrait que la prothèse occupe le même espace, qui est mesurable, pour ne pas créer d'inégalités de longueur des membres inférieurs et redonner une bonne tension musculaire. Si on se débrouille bien, on peut y arriver, mais je ne l'ai pas mis en bleu parce qu'on n'y arrive pas à chaque fois. Le centre de rotation. Alors, au centre de rotation, il y a des formules pour le calculer, difficile d'admettre qu'elles sont bonnes. Il y a aussi, pour le calculer, une planification qui est possible, mais en fait, quoi que vous fassiez, le centre de rotation, il est au centre de l'acétabulum. Nous allons voir tout à l'heure que si vous voulez changer le centre de rotation de l'acétabulum du malade, vous allez détruire une partie de l'os de cet acétabulum. Donc, on est capable de trouver le centre de rotation, mais ce n'est pas facile non plus, on n'y arrive pas à chaque fois. Est-ce qu'on est capable de reproduire la forme de l'acétabulum? Alors, l'acétabulum, il est normalement, alors M. Bonnel, je ne sais pas s'il est là, a d'autres idées sur le sujet, mais il est normalement ogival. C'est-à-dire que quand la tête est en place, c'est une sorte de forme de fer à cheval, il y a un appui en avant, il y a un appui en arrière et pas très fort sur le dessus. Et puis, petit à petit, se produit une déformation de ce fer à cheval qui répartit les contraintes. On ne fait pas ça quand on fait une prothèse. On enlève le côté ogival et on le transforme en circulaire pour mettre une prothèse circulaire. Après, ce qu'on reproduit à peu près, c'est l'inclinaison de l'acétabulum qui est entre 30 à 45 degrés. Ça, on y arrive à le reproduire. L'antéversion, ça se discute parce que vous savez, on met une prothèse à peu près à 20 degrés, à peu près, mais en réalité, l'acétabulum, lui, il va jusqu'à 40 degrés. Il y a des patients qui ont une antéversion d'acétabulum à 40 et on ne sait pas entre 10 et 40, ce qui est le plus favorable pour un patient donné. Et vous savez qu'il y a toute une discussion entre les rachis raides, les rachis non raides, la direction de la pente sacrée avant, qui fait que dans le doute, lorsqu'un malade est trop douteux, on finit par mettre une double mobilité, mais il faut faire attention à ne pas trop se rapprocher de l'anatomie. Donc là encore, on est dans le flou. Et puis même, il y a une discussion. Regardez comment est fait un acétabulum. Un acétabulum, il a une grande paroi postérieure et une petite paroi antérieure. Mais ce n'est pas une antéversion de l'acétabulum, c'est une dissymétrie des parois. Et nous, on le remplace par une prothèse qui a les mêmes hauteurs de parois, mais on l'incline vers l'avant pour rendre la paroi acétabulaire postérieure plus grande que l'antérieure. Mais c'est une discussion, ça. Peut-être que notre prothèse pourrait se mettre perpendiculaire à l'axe frontal, sagittal du fémur, et puis avoir une paroi plus grande derrière, une plus petite devant, et ça serait plus proche de l'anatomie. Nos prothèses ne sont pas proches de l'anatomie, parce qu'on a voulu avoir la même cupule pour droite et gauche, pour des raisons industrielles et commerciales. Alors pour le fémur, est-ce qu'on est capable de reproduire? On a vu la tête, ce n'est pas possible. Ce qu'on doit être capable de reproduire, c'est tout ce qui est en bleu, c'est-à-dire l'angle cervico-diaphysaire, l'antéversion du col et aussi l'offset, c'est-à-dire la différence qu'il y a entre le bord de la tête, ici, et le col, qui va permettre d'éviter les conflits, c'est-à-dire l'angle alpha. Et aussi l'offset, c'est-à-dire, vous le savez tous, c'est la distance entre le point d'insertion du moyen fessier et le centre de la tête. Tout ça, on doit pouvoir le reproduire et le calculer avec une planification, mais il faut être honnête, on n'y arrive pas à chaque fois. Et là, ça fait discuter l'utilisation de la meilleure prothèse pour un malade donné. Est-ce qu'il faut utiliser des cols modulaires? Est-ce qu'il faut avoir des séries de prothèses à col latéralisé ou pas? Est-ce que la prothèse à tige courte qui s'appuie sur le col permet de refaire l'anatomie? C'est un autre sujet, c'est quelle prothèse pour quel malade, mais c'est le but de reproduire cela. Une petite remarque, la plupart de nos prothèses d'aujourd'hui ont un angle à 134 degrés. C'est depuis la prothèse de Charnley. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on avait tellement peur que la tige ne tienne pas bien dans le fémur qu'on a donné un peu de valgus pour diminuer l'effet potence. Cela diminue l'offset, mais ce n'est pas la nature. La nature, la plus souvent, est entre 128 et 132 degrés.
nous ferions une prothèse qui a un angle de 130 degrés, ce serait beaucoup plus proche de la nature que des prothèses qui ont toutes 134 degrés avec une copie. C'est-à-dire que chaque fois qu'un industriel fait une nouvelle prothèse, il met 134 degrés parce que tous les autres ont mis 134 degrés, ou alors il propose une prothèse varisée à 125 qui s'éloigne aussi de la nature. 130 degrés serait bien. Alors, qu'est-ce qu'on doit préserver? On a vu ce qu'on est capable de reproduire, pas grand-chose, la forme de l'articulation, mais attention, nous pouvons être dangereux pour les matériaux qui sont face à nous. Et tout d'abord, ce qu'on doit préserver, c'est l'os de l'acétabulum, parce que les parois postérieures et antérieures sont assez fines. Et si vous voulez changer le centre de rotation, par exemple, vous estimez que le centre de rotation n'est pas au centre de cet acétabulum, mais vous avez calculé sur un ordinateur qu'il était un peu plus en avant, avec des critères qui sont les vôtres. Eh bien, pour que votre prothèse prenne un appui en haut, en arrière et en avant, il va falloir enlever la paroi antérieure. Même chose, si vous avez un cotyle très ogival avec un toit à distance et deux parois rapprochées, il va falloir manger la paroi antérieure et postérieure pour toucher la paroi au-dessus. Donc, méfiez-vous de tous les calculs que vous pourrez faire. Le centre de l'acétabulum, c'est le centre qu'obtient votre fraise lorsque la fraise a la même taille que la tête. Si votre tête fait 52, quand vous mettez la prothèse de 52, elle est au centre de l'acétabulum. Et là, vous pouvez recentrer l'ensemble. Ensuite, regardez où est le stock osseux. Le stock osseux, ce n'est pas l'ensemble de la iliaque. Vous voyez ici, elle est très très fine. On y va au travers. Et là, vous avez une poutre. C'est-à-dire qu'en gros, les contraintes passent par le col du fémur et le calcaire, puis directement par cette poutre pour être transmis au sacrum. Et ensuite, tout le reste, ce sont des points d'insertion pour les muscles, pour les mettre à distance pour qu'ils soient efficaces. Et aussi, c'est comme dans un pont, pour que la poutre, le pont soit solide, on va mettre des haubans à distance. C'est toujours le même principe. N'empêche que vous ne pouvez pas mettre une prothèse au-dessus. Il n'y a plus de place, il n'y a plus d'os. Vous êtes obligé de le mettre face à la poutre, même quand le malade a une luxation congénitale de hanche. Cette poutre, elle a été utilisée par Puget pour faire des greffes de fémur, c'est-à-dire on enlève une partie de l'acétabulum et de la iliaque, on le remplace par le fémur, mais elle a été décrite par Rouvière. Et l'éperon de Rouvière, c'est ça que vous voyez ici sur un scanner, c'est-à-dire nous sommes à peu près à moitié acétabulum, ici, et sur cette moitié acétabulum, la poutre transmet les contraintes. Au-dessus, au-dessous, il n'y a plus d'os. La poutre de Rouvière, que voici, très très importante et à conserver, il faut que votre prothèse soit dans l'axe de la poutre de Rouvière. Si vous mettez un anneau, il faut que les vis soient dans la poutre de Rouvière. Donc, il faut conserver cette poutre et ne pas fracturer la corticale. Parce que si vous voulez mettre votre prothèse en os spongieux, vous n'allez plus transmettre les contraintes par les parois, vous allez transmettre les contraintes par cet os spongieux qui n'est pas fait pour ça. Donc ça, c'est très important aussi. Qu'est-ce qu'on devrait préserver? Les muscles, évidemment. Parce que ces muscles, non seulement ils ne nous ont rien demandé, puisqu'ils sont à peu près intacts, mais ils ont souffert de l'arthrose. Ils ont souffert de l'arthrose parce que la hanche s'est enraidie, et comme la hanche s'est enraidie, ils se sont atrophiés. Si en plus nous les abîmons lors de l'intervention, eh bien c'est un élément qui n'est pas bon. Et les muscles, il faut les réfléchir autrement que ce qu'on réfléchit d'habitude. En anatomie, on vous a dit quand un muscle se contracte, il se rétracte et donc il crée un mouvement. Ce qui voudrait dire que les pelvitrocanthériens que vous voyez ici ne sont que des rotateurs externes. C'est aussi l'inverse. C'est-à-dire qu'un muscle, comme à l'épaule, on l'a mieux décrit, au moment de la rotation interne, la contraction des muscles postérieurs freine la rotation interne. Tous les muscles sont des freins. Quand vous servez de votre quadriceps, ce n'est pas un extenseur du tibia sur le fémur, c'est un frein de la flexion du fémur sur le tibia et c'est pour ça que vous tenez debout. Tous les muscles sont des freins. Et quand vous savez que le principe de la luxation, c'est une flexion-rotation interne, quels sont les freins de ce mouvement excessif qui pourrait entraîner une luxation d'une hanche normale ou d'une prothèse? Ce sont les pelvitrocanthériens. Donc c'est dommage de les abîmer. Ce sont les muscles les plus près de l'articulation les plus efficaces. Toujours dans cette réflexion, on nous a décrit ces muscles vaguement, mais vous voyez qu'ils ne sont pas tous dirigés vers le bas. Ils ne sont pas tous dirigés du trochanter vers le haut. Certains ici, comme l'obturateur externe, muscle très efficace, parce que l'obturateur externe, il n'a pas de chevalet, il est direct, il est assez puissant. Et cet obturateur externe, il a une direction de dedans en dehors, et de dedans en dehors et vers le haut. Ça veut dire que c'est un suspenseur. Quand il se contracte, il diminue les pressions au niveau de la hanche. Certains muscles orientés dans le bon sens, au moment où la pression devient trop violente, en se contractant, diminuent la pression. C'est le principe de l'amortisseur sur ce carrosse. C'est la même chose. Donc vous voyez que ces muscles sont utiles
pour freiner le risque de luxation et pas simplement faire des mouvements, mais aussi amortir les contraintes sur la prothèse. Il faut les conserver au maximum. Alors, vous allez me dire, il y a la merveilleuse voie antérieure qui n'abîme aucun muscle, tous les autres les abîment. Eh bien, tout le monde sait que ce n'est pas vrai. Vous voyez, quand on analyse des protéines libérées par les muscles au moment des voies d'abord, on voit que toutes les voies d'abord abîment les muscles, quelles qu'elles soient. Soit parce qu'on les a découpés, soit parce qu'on les a détachés, soit parce qu'on les a comprimés avec des écarteurs. Dans tous les cas, on abîme des cellules musculaires. Et vous voyez que si on s'en tient au moyen fessier, c'est la voie postérieure qui touche le moins le moyen fessier. Donc après, c'est un calcul, mais retenez que toutes les voies abîment les muscles. C'est difficile d'aller dans une articulation sans l'abîmer. Alors, on va parler que du muscle gluteus medius parce que c'est celui qu'il faut préserver, parce que ce pauvre muscle, chez un bipède qui se tient debout, il travaille beaucoup pour empêcher la bascule du bassin. Souvenez-vous de la balance de Powell, et il faut le protéger. Donc, il y a des voies qui traversent ce muscle, il faut peut-être les éviter. Il y en a d'autres qui passent en avant en le comprimant, mais on pourrait se dire, si l'on détache le trochanter, on ne touche pas au muscle, et quand on va remettre le trochanter à sa place, ce muscle reviendra à sa place. Mais ce n'est pas entièrement faux. La trochantérotomie est en effet un des éléments qui protège le grand trochanter, mais vous voyez que malheureusement, sur ce grand trochanter ne s'accroche pas que le gluteus medius, s'accroche pratiquement tous les muscles qui font fonctionner la hanche. C'est la plaque motrice de la hanche, le grand trochanter. Et donc, quand on va détacher ce grand trochanter, on va abîmer une partie des muscles, et surtout quand on va le remettre, vous voyez que le taux de pseudarthrose n'est pas du tout négligeable, ça dépend des mains, mais ça va jusqu'à 10% et 10, 11%. 1,2% dans les équipes où ils ne font que ça, n'empêche qu'il y a des pseudarthroses du trochanter. Et quand vous avez une pseudarthrose du trochanter, c'est la perte de la motricité de la hanche. C'est dommage de prendre ce risque. Alors, il nous reste la bataille ancienne entre les voies antérieures et postérieures. Watson-Jones, voie antérieure. Alors, les voies actuellement antérieures, c'est la voie de Watson-Jones. Il ne faut pas chercher. Hein. C'est la voie de Watson-Jones ou la voie de Hutter. Elles sont connues depuis longtemps. Ou la voie de Moore. Alors, évidemment, à l'époque, ils faisaient des voies assez larges. Eh bien, il ne faut pas vous faire d'illusions. Dans les deux cas, on abîme les pelvis trochantériens. Je vous l'explique mieux. Dans la voie postérieure, il faut en détacher quelques-uns. Alors, on n'est pas obligé de détacher l'ensemble des pelvis trochantériens. On peut se contenter que de l'obturateur interne, que l'on remettra à la fin, et même garder la capsule. Et puis, par voie antérieure, on a l'impression qu'on va accéder à l'articulation sans rien toucher. Mais ce n'est pas vrai, parce qu'une partie des muscles pelvis trochantériens, l'obturateur externe et le pyramidal, le fameux obturateur externe qui est puissant, s'accroche tout à fait en avant. Vous voyez, là c'est l'avant, là c'est l'arrière. Eh bien, une partie des muscles pelvis trochantériens s'accroche devant. Et quand vous voulez libérer le col, vous détachez les pelvis trochantériens. Ensuite, dans la technique, pour bien pouvoir faire monter le col, ce qui n'est pas facile, certains décrivent une dissection de la capule postérieure et des pelvis trochantériens restants par voie antérieure. C'est dommage. Vous pourriez me dire, on peut être, maintenant qu'on le sait, on n'a qu'à faire attention. Voici l'insertion des muscles. Alors, c'est vrai, mais cela n'est pas vrai si vous utilisez une prothèse qui rentre dans l'axe. Parce que pour faire rentrer la prothèse dans l'axe, vous allez être obligé d'évider la partie latérale du col. Sinon, cette prothèse qui est droite ne va pas rentrer, il faudrait qu'elle soit courbe. Et vous voyez aussi que le col se trouve en avant du grand trochanter qui est en arrière. C'est pas comme le grand trochanter, il n'est pas à la face latérale, il est très postérieur. Et si on poursuit le col, on est tout à fait en avant. Mais quand on les vide, on enlève ces insertions de muscles pelvis trochantériens qui sont insérés à cet endroit, que l'on fasse une voie antérieure ou postérieure. Que l'on fasse une voie antérieure ou postérieure, on vient évider cette zone et la capsule. Alors, la solution, là, pour ça, elle est peut-être aux tiges courtes. Parce qu'avec une tige courte par voie antérieure, il est possible de ne pas libérer la capsule parce qu'on voit bien le col, et il est possible de ne pas aborder les pelvis trochantériens qui s'accrochent en avant et de garder toute cette zone d'insertion trochantérienne des muscles. Donc, une tige courte par voie antérieure protège mieux les muscles qu'une tige droite par voie antérieure. Et par voie postérieure, il est possible de conserver tous les pelvis trochantériens et la capsule. Je vous le montre sur ce cas. Ici, les pelvis trochantériens, là c'est le haut, là c'est le bas d'une personne qui n'est pas plus mince que ça. Et vous voyez, au lieu de détacher le pelvis trochantérien, on passe au-dessus de l'obturateur inférieur, du jumeau inférieur et au-dessous de l'obturateur interne. On repousse tout le monde, on aborde la capsule, on ouvre la capsule, voici l'obturateur interne, on opère et à la fin, on remet la capsule et on relâche les pelvis trochantériens, même par voie postérieure. Si vous y faites attention, il est possible de conserver la plupart des pelvis trochantériens
Sinon, vous ne détachez que l'obturateur interne au ras de la capsule et vous le réinsérez en fin d'intervention. C'est ce qu'on fait tous les jours. Donc, plus que la voie antérieure ou postérieure, c'est la prise de conscience qu'il faut les conserver au maximum. Alors, qu'est-ce qu'on devrait préserver encore? C'est le psoas. On n'arrête pas de nous parler du conflit entre la prothèse et le psoas. Alors certains même en font des reprises de prothèses parce que le malade a mal au psoas. Moi, j'ai décrit une voie médiale qui permet d'aborder le psoas et j'ai exceptionnellement vu le conflit entre la cupule et le tendon du muscle psoas. J'ai vu des psoas trop courts, un petit peu comme dans le syndrome de Kovalchuk. Vous savez, on a un ressaut de la hanche parce que le psoas saute sur l'éminence héliopectinée. Eh bien, des gens qui n'ont pas de prothèse ont aussi mal au psoas. Pourquoi? Parce qu'il est trop court. Ce muscle, si vous le regardez bien, il est très long et très puissant. Ce n'est pas un petit muscle de rien du tout. D'ailleurs, on dit si on coupe le tendon du psoas, ça n'a pas d'importance. Je ne sais pas pourquoi. On a un tubercule spécial pour lui et on a des muscles aussi puissants si ce ne sert à rien. Ce n'est évidemment pas vrai. Alors, à quoi il sert ce psoas? Il sert, si on suit toujours le principe de la contraction, à fléchir la cuisse, à faire de la rotation externe, des mouvements que peuvent faire d'autres muscles. Mais ça ne sert pas qu'à ça. Imaginez que vous êtes au sol, les deux pieds au sol, bien stabilisés, et que vous portez votre colonne vertébrale en arrière. Qu'est-ce qui va empêcher que vous fassiez une bascule vers l'arrière? C'est le psoas. Il va stabiliser l'ensemble du bassin par rapport à la colonne. Et donc, c'est un stabilisateur du rachis. C'est un stabilisateur du rachis pour la rétroclinaison. Et là, c'est pour ça que les gens qui font du karaté sont très musclés, parce qu'ils sont sans arrêt en train de se porter vers l'arrière pour donner d'un côté un coup de pied et de l'autre stabiliser le rachis. Ce sont des muscles du rachis. Et ces muscles, ils sont très longs. Et il y a une grande amplitude articulaire, ce qui veut dire que ces muscles ont besoin d'un grand débattement. Et quand on a une arthrose, on se fixe en flexion de hanche, rotation externe, le muscle est raccourci et s'atrophie. Et quand on fait une prothèse avec un muscle trop court, qui donc va rentrer en compression lors de l'extension avec la prothèse, même si elle ne dépasse pas. Il va rentrer en fait en pression avec la paroi antérieure du stabulum. Et donc cette notion, elle est importante. Et en plus, si vous créez un allongement, si vous vous trompez, que vous allongez le membre, ça va être pire parce que vous allez mettre ce muscle encore plus à tension. C'est pour ça que l'allongement est moins bien supporté par le patient que le raccourcissement qui redonne un peu de jeu à des muscles atrophiques. Donc attention au psoas. Alors maintenant, ça c'était qu'est-ce qu'il ne faut pas abîmer. Et maintenant, la question est qu'est-ce que nous sacrifions et qui est pourtant utile? Alors, on sacrifie le ligamentum teres. Il ne sert pas à rien. Regardez la taille de ce tendon et on voit bien qu'il a deux rôles. La première, c'est de stabiliser en rotation, notamment en rotation interne. On le voit bien quand on essaie de luxer une hanche, que ce soit par voie antérieure ou postérieure. Tant que le tendon de l'obturateur externe n'est pas rompu, c'est très dur de luxer, sauf chez quelqu'un qui a déjà eu une luxation. Donc, ce n'est qu'après rupture du tendon que ça se libère. Ça ressemble à une huître. C'est un peu une huître dont il faut couper le tendon pour pouvoir ouvrir la capsule. Donc, c'est un stabilisateur puissant de la hanche. Et ensuite, il vascularise. Alors, on dit toujours, oh oui, mais la vascularisation par le ligament rond n'est pas importante. On dit ça parce que quand il y a des fractures du col du fémur, on peut avoir des nécroses de la tête. Ce qui veut dire que la vascularisation venant du tendon est insuffisante. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas importante. Et donc, on le sait tous, c'est-à-dire que quand on a luxé la hanche, ça se met à saigner au niveau de l'acétabulum parce qu'il y a deux artères dont on reparlera tout à l'heure, la récurrente de l'obturatrice et la récurrente de la circonflexe, qui sont aussi grosses que des artères radiales et qui saignent et qui apportent du sang à la tête. Donc ce ligament, il n'existe pas dans les prothèses et c'est peut-être dommage. Certains chirurgiens aux États-Unis, chez les joueurs de rugby américain, de football américain, font des plasties du ligament rond. Nous, on l'enlève, eux, ils font des plasties. Après, je sais pas. Et ça sert aussi à la proprioception. Tout ligament, quand on lui tire dessus, informe le cerveau qu'on lui tire dessus. Et quand le ligament rond ou le ligamentum teres est mis en tension, il informe le cerveau et les muscles agonistes se contractent. Le labrum. C'est dommage d'enlever le labrum quand on fait une prothèse, parce que s'il servait à rien, ça serait bien, mais il sert à quelque chose, le labrum. Vous voyez cette forme circulaire du labrum qui fait le tour de la tête, qui est normalement également circulaire, ce qui est plus vrai dans l'arthrose, avec du cartilage. Et donc, le contact entre les deux a trois rôles. La première, quand on est dans la phase pendulaire du pas, c'est-à-dire que le membre est en traction,
elle va empêcher la décoaptation, comme une ventouse. Cet effet ventouse, on le connaît bien. Quand vous opérez une fracture cervicale, vous avez du mal à sortir la tête, et en faisant passer un peu d'air derrière la tête, ça se luxe. Eh bien, en faisant le bruit de l'arrêt, c'est-à-dire le bruit d'aspiration de l'arrêt, mais l'arrêt, le chirurgien l'arrêt, qui avait décrit ça. Et donc, ça fait un effet ventouse qui fait que ça évite que la tête sorte et re-rentre à chaque pas. Ensuite, ça a un effet d'amortisseur. Vous voyez, ce n'est pas totalement étanche. Au niveau du ligament transverse du stabulum, il y a un petit passage. Et donc, les pressions passent de l'articulation interne à l'articulation périphérique, puisque la capsule elle-même est étanche et va jusqu'à la ligne intertrochantérienne. Et donc, par ce passage de liquide, les pressions s'échangent. C'est le principe d'un amortisseur. Un amortisseur, vous avez de l'huile, un petit trou, et puis ça s'appelle la rhéologie. Vous avez plus le trou est grand, plus l'huile passe vite, moins l'amortisseur est efficace, ou alors il est trop dur. Et donc, ça va éviter les à-coups. Et donc, la brome, il participe à éviter les à-coups de pénétration, décoaptation, pénétration, décoaptation. Et puis après, on arrive à une phase où l'on va, je ne sais pas si j'ai des radios, oui, où l'on va se mettre à marcher en appui. Et à ce moment-là, on va faire de l'extension. Et la capsule va se vriller en extension. Et la capsule, en se vrillant en extension, vient appuyer sur le labrum, ce qui augmente la surface d'appui. C'est pour ça que les gens, quand ils ont une dysplasie de hanche, ils ont un grand labrum qui va permettre de compenser la perte d'appui sur le cartilage et l'os. Et c'est la capsule qui va permettre de stabiliser tout ça en se vrillant au moment de la marche en extension. Et quand le labrum se rompt, les dysplasies commencent à devenir douloureuses. Et vous voyez ce phénomène d'importants ligaments qui, en se vrillant, vont se serrer. Et quand on fléchit la hanche, au contraire, ça se détend et on va avoir une meilleure mobilité. Vous avez peu de mobilité en abduction, abduction, en extension de hanche, beaucoup en flexion. C'est pareil d'ailleurs à l'épaule. L'épaule en rotation externe est plus libre qu'en rotation interne. Et maintenant, il faut réfléchir. Là, vous voyez, c'était dommage de sacrifier le ligament rond, c'est dommage de sacrifier le labrum, c'est dommage de sacrifier la capsule. Et surtout, la capsule, il faut arrêter de penser que c'est en arrière qu'elle est le plus utile. Regardez la capsule postérieure. Elle est très fine. Elle a même une déhiscence au milieu. Et elle fait quelques millimètres d'épaisseur. Elle a un rôle tout à fait accessoire, la capsule postérieure. Parce qu'il faut qu'elle reste très souple pour faire de la flexion de hanche. Par contre, la capsule antérieure, deux immenses ligaments, pubofémoral et iliofémoral, pubofémoral et iliofémoral, se croisent pour faire le ligament de Bertin. Et c'est très épais. Quand on fait une voie antérieure, on voit qu'il y a 1 cm de capsule facilement. Et lorsqu'on va faire la marche, ça va se stabiliser en se vrillant et en stabilisant l'articulation. La capsule antérieure est essentielle. La capsule postérieure est accessoire. C'est donc quand on fait une voie antérieure qu'il faut absolument préserver la capsule, qu'on le fasse sous arthroscopie ou qu'on le fasse par voie d'abord. Par voie postérieure, c'est pas plus mal de la conserver, mais c'est moins important. D'ailleurs, elle est difficile à coudre parce qu'elle est assez fine et elle ne tient pas bien. Donc, on devrait garder la capsule. Quels sont les risques? Les risques, quand on opère une prothèse que l'on fait courir un malade, c'est tout d'abord d'avoir un hématome. Il y a 2 moments où ça saigne quand on fait une opération. C'est au début de la voie d'abord, lorsqu'on sectionne une partie des pelvis trochantériens ou par voie antérieure, c'est quand on va toucher au pédicule circonflexe, c'est-à-dire une artère circonflexe antérieure, une artère circonflexe postérieure qui se rejoignent dans un cercle accompagné de veines. C'est d'ailleurs ce qui saigne aussi quand on se fait une fracture trochantaire. Donc là, il faut faire attention à éviter un saignement. Et le deuxième moment où ça saigne, c'est quand on a luxé la tête et que vous avez déchiré le ligament rond. Et à ce moment-là, les fameux ligaments, les fameuses artères récurrentes de la circonflexe et récurrentes Donc, je vais venir. à saigner. Et il faut faire les hémostases à ce niveau. Masque. Et je vais. Combien de temps tu mets pour aller de chez toi à Ancopole? Et donc, je continue. C'est pourquoi on a décrit un petit geste qu'on a publié qui consiste à aller au niveau du quadratus femoris, chercher cette artère, ce pédicule circonflexe, ici, donc on l'a un peu ouvert, là, vous voyez qui est dans la graisse ici, et puis vous faites, voilà, vous passez un angle droit par-dessus, et vous faites un nœud, et on a calculé que ça diminuait par 2 le saignement global de la prothèse. Donc si vous faites ce geste avant de couper la capsule, avant de luxer par une voie postérieure, vous diminuez fortement le saignement. C'est une publication qu'on a faite en 14, mais c'est un geste qu'on fait depuis longtemps. Quels sont encore les risques?
Alors, les risques vasculaires, les plus importants, ce n'est pas le saignement de 300 ou 400 cc que vous allez provoquer si vous ne faites pas bien l'hémostase d'une prothèse. C'est si vous traversez au niveau de la poutre l'os et que vous passez dans le petit bassin, vous allez arriver sur les vaisseaux iliaques qui sont gros, eux, et notamment la veine. Si une mèche se prend dans la veine, ça va la déchirer, ça va saigner en rétropéritonéal et ça conduit au décès du patient. Et quand est-ce que ça peut arriver? C'est quand on veut mettre un anneau alors qu'il y a eu une perte de substance osseuse au-dessus. Vous allez voir que les vis de l'anneau arrivent pile en face. Vous voyez à peu près 2-3 cm au-dessus du paroi acétabulaire. Et à cet endroit, pile en face, vous tombez sur les vaisseaux. Et donc, il faut faire extrêmement attention à ne pas dépasser avec une mèche et si possible à mettre un peu en oblique et vers le haut pour passer au-dessus des vaisseaux et pas droit devant. Ça, c'est très important parce que les publications n'existent presque pas. Il est rare que quelqu'un ayant tué son malade en faisant ce geste se jette sur un bout de papier pour expliquer qu'il a tué un malade par sa faute. Donc, ce n'est pas tellement publié. Mais dans tous les services, on sait que ça peut arriver. Quels sont encore les risques? Les risques, ils sont nerveux. Alors, ils sont nerveux fonction de la voie d'abord, avec ce type d'écarteur que nous utilisons avec une grande pointe. Si vous faites une voie postérieure, vous allez mettre l'écarteur en avant. Et en mettant l'écarteur en avant, avec une paroi assez petite, vous pouvez atteindre, si vous prenez trop de muscles, vous pouvez atteindre le nerf fémoral et avoir une paralysie du nerf fémoral. Inversement, si vous faites une voie antérieure et que vous mettez votre crochet ici de l'écarteur sur la paroi postérieure, vous pouvez abîmer le nerf sciatique, ce qui n'est pas mieux. Donc, attention à rester bien au contact de l'os, à éviter les écarteurs inutiles et surtout à rester bien au contact de l'os lorsque vous posez les écarteurs. Le risque de paralysie, il est lié aussi à la traction que vous allez exercer. Traction pour luxer la hanche. Une hanche, ça ne se luxe pas en tirant dessus. Ça se luxe en faisant une flexion, rotation interne, compression dans l'axe du fémur, comme un accident de la circulation. Et là, la hanche se luxe, surtout si vous avez mis un ciseau dans l'espace cartilagineux. Sinon, si vous tirez comme un fou dessus, eh bien, vous allez tirer sur le plexus lombaire. Et le plexus lombaire, il est bizarre, vous voyez. Regardez, on a une énorme racine L4, L5, énorme, et une toute petite racine S1. Et la racine L4, L5, elle sort d'un tout petit trou de conjugaison, alors que la racine S1, elle sort d'un grand trou sacré. Ce qui fait qu'il y en a une très grosse qui va être en danger lorsqu'on va tirer dessus, alors que l'autre l'est moins. Ensuite, si vous regardez l'axe de la traction, la racine L4, S5, elle est beaucoup plus dans l'axe de la traction que la S1. Et ensuite, elle subit deux chevalets. Elle va passer par-dessus le sacrum, puis par-dessous l'épine sciatique. Et plus il y a de chevalets, plus il y a de force. C'est le principe de la poulie dans un bateau sur votre baume. Plus il y a de poulies, plus il y a de force. Et donc, ce qui fait que la racine L4-S5 est beaucoup plus sensible à la traction que la S1. Donc, vous risquez d'avoir une paralysie sciatique poplitée externe et pas de l'interne. Et c'est un signe de traction anormale sur le plexus. Dernière chose, si vous voulez utiliser une table orthopédique pour faire une voie antérieure, par exemple, eh bien, le nerf pudendal est en danger au niveau du canal d'Alcock. Donc, tout le monde connaît ce canal ici, qui est au niveau de l'épine sciatique, avec un ligament qui va entre l'épine sciatique et le sacrum, et le nerf est piégé ici. Ce qui fait que lorsqu'on met quelque chose entre les deux ischions, pas sur l'ischion, mais entre les deux, on comprime le nerf pudendal que vous voyez ici, là, particulièrement bien ici. Et ce nerf pudendal, une fois comprimé, il fait une neuroapraxie, ce qui donne chez l'homme comme chez la femme une anesthésie des parties molles et un trouble de l'érection. Chez l'homme comme chez la femme, parce que ce nerf est au même endroit chez les deux. Ça explique que les cyclistes professionnels qui utilisent une petite selle qui vient bien se caler entre les deux, bien qu'ils prennent des EPO, ne profitent pas de leur soirée. Et ça explique aussi que si vous utilisez un appui pour faire une traction sur une table orthopédique, il faut le décaler. Il faut le décaler du côté où vous tirez, non seulement pour que la balance de Powell soit favorable, c'est-à-dire on tire moins de l'autre côté, on tire de celui-là, mais pour s'appuyer sur l'ischion. Et l'appui doit être le plus gros possible. Il faut le rembourrer. Il est un peu fin celui-là. Le plus gros possible pour ne pas créer une compression. Sinon, vous risquez d'avoir une paralysie. Donc, vous voyez, je vais conclure là et je vous laisse réfléchir à cette diapositive. Il faut bien observer ce que l'on fait. Et vous voyez par rapport à l'anatomie, tout ce qui est en bleu, c'est ce que nous avons reconstruit, c'est peut-être les mensurations, l'orientation, tout le reste, soit on l'a abîmé, soit on l'a enlevé.
Et donc, on est très loin, quand on fait une prothèse de hanche, de reproduire l'anatomie. Alors, est-ce que cette communication est pessimiste? Non, parce qu'il faut quand même admettre que c'est quand même une belle opération qui marche bien. Elle marche bien parce qu'elle redonne une bonne fonction à des gens qui étaient très handicapés, et aussi parce que maintenant, elle dure longtemps, et on est à peu près sûr que ça va bien marcher. C'est-à-dire, quand on fait une prothèse de hanche, 0,6% de complications, on doit s'en tirer bien, et la plupart des malades vont aller mieux qu'avant. Pour qu'ils aillent extrêmement bien, qu'ils fassent du sport à haut niveau, c'est une autre histoire, et pourtant c'est ce que demandent les gens aujourd'hui. Et pour pouvoir faire ça, il va falloir réfléchir à tout ce que je vous ai dit, c'est-à-dire pour faire mieux qu'un simple score de Harris qui est amélioré dès que quelqu'un peut faire ses courses et arrive à bouger à peu près sa hanche. Il faut pouvoir faire du sport, comme ce monsieur-là, faire du sport avec sa prothèse sans aucune douleur et sans aucune usure de la prothèse. Ça demande de progresser encore dans les prothèses. Et vous voyez que cette petite discussion philosophique, je l'espère, va déclencher chez vous de très nombreuses questions. Voilà, ben je vous écoute là-dessus. J'espère que le son était bon. Très bon. Moi, j'ai une question. Vous m'entendez ou pas? Parce que j'ai une très mauvaise connexion, c'est Nicolas. Et même si tu peux Très mettre bien. ta caméra, ça sera encore mieux. Et je peux essayer, mais j'ai la connexion de l'hôpital, donc je ne suis pas sûr que ce soit parfait. Bon, merci, c'était très clair. Moi, j'avais une petite question sur la préparation préopératoire. J'ai tendance à dire à mes patients que ceux qui vont le mieux avant, c'est ceux qui vont le mieux après, et ça justifie une tendance de fond qui est de faire de la rééducation préopératoire. Comment vous gérez en fait des patients qui vont avoir des douleurs périarticulaires en préopératoire? Est-ce que c'est pour vous une indication d'aller faire de la rééducation spécifique ou en disant juste pour vous, attendez la chirurgie parce que de toute façon, on n'a pas trop de solutions? Est-ce que vous vous orientez vers des exercices spécifiques? Il y a deux questions dans ta question. La première, tu nous dis ceux qui allaient le mieux avant iront le mieux après. Je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire que le delta entre celui qui va très mal, par exemple une coxarthrose rapidement destructrice où sa tête est détruite, il ne peut plus marcher. Tu lui fais une prothèse, pour lui c'est un miracle. Et celui qui faisait du sport et qui est gêné parce qu'en faisant du sport, à partir d'un certain nombre de kilomètres, il a mal, il ne va pas trouver que c'est si formidable que ça. Donc je pense que c'est celui qui va le plus mal avant, au plan clinique, qui va le mieux après. Après, la rééducation avant, Oui. je pense qu'elle peut… Tu m'entends là? Oui? On ne m'entend pas? Si? Dans nos scores, oui. Alors attends, ensuite, Si. moi je te donne mon avis. Ensuite, je pense qu'un excès de rééducation chez quelqu'un qui a une hanche enraidie, avec des muscles atrophiques, peut, s'il ne tombe pas chez le bon kinésithérapeute, créer des tendinopathies qu'il n'avait pas avant et qui vont rester après. Et la deuxième question est, quelqu'un qui a déjà des tendinopathies avant, oui, il faut absolument les trouver et les lui montrer pour pas qu'il soit déçu par la prothèse en disant, voyez, vous avez une douleur en arrière du trochanter, elle est favorisée en partie par votre hanche qui est enraidie, mais vous l'aurez toujours après. Ne soyez pas déçus. Elle va mettre longtemps à passer. Donc moi, la kinésithérapie avant, j'y crois pas, et après, le moins possible. C'est peut-être un autre avis différent. Ok, merci. Là, mais tu peux donner ton avis différent. Il n'y a aucun… si tu penses qu'il faut les rééduquer beaucoup avant… Non, moi non, mais en fait, je suis assez dubitatif de ça parce qu'il y a des patients qu'on voit qui ont des tendinopathies préopératoires et qu'on n'arrive pas à traiter. Alors moi, il m'est jamais arrivé d'annuler un patient parce qu'il ne s'était pas rééduqué ses tendinopathies, bien évidemment. Et comme vous dites, et sur votre exemple, je les sensibilise au fait que, attention, ils risquent de les garder longtemps. Mais je me dis quand même que si on remet le patient dans la course, en lui expliquant qu'en se rééduquant, il pourra avoir un meilleur résultat, je pense qu'il y a quelque chose, mais qu'on ne sait pas bien appréhender encore. Faire passer une tendinopathie? En tout cas, il peut remettre en fonctionnement un tendon qui est au repos depuis trop longtemps. Oui, mais tu vois, par exemple, c'est très difficile parce que c'est d'un patient à l'autre. Notamment chez un kiné, il va te faire de plus en plus mal. Moi, je vois des malades, ils ont eu 100 séances de rééducation après, mais prescrites par eux-mêmes, par le médecin, par le kiné, et c'est ceux qui vont le plus mal. C'est un cercle vicieux. Et ils en demandent encore. Oui, d'autant plus que, comme vous dites, ce n'est pas toujours très bien fait et on ne sait pas trop ce qu'ils font chez le kiné. Moi, je pense que le kiné, c'est dangereux. Monsieur Ruffier, qui était un de mes maîtres, il disait il ne faut mal rééduquer que les malades rééducables voulant se rééduquer chez un rééducateur sachant rééduquer, c'est-à-dire 10% des gens qu'on rééduque. D'autres questions? C'est très général. Hein. Ceux qui font des prothèses ailleurs qu'à la hanche, c'est pareil. Hein. C'est-à-dire, on abîme en entrant, on ne remplace pas tout. Ce qu'on remplace n'est pas forcément ce qu'il faut et on fait courir des risques aux patients, que ce soit à l'épaule, que ce soit à la hanche.
au coude aussi. Oui, Philippe, Paul Mondial. Philippe, quels sont les progrès les progrès récents que tu as vécu dans ta carrière pour justement en arriver à à ce Graal, mais que l'on obtient assez facilement. J'en suis une preuve vivante de la hanche oubliée. Quels sont les progrès techniques, peut-être Alors, dans le domaine de la prothèse ou ailleurs? oui, moi j'en vois globalement trois. Le premier, c'est d'avoir mieux réfléchi aux voies d'abord. Parce que nos maîtres, j'ai encore vu un malade ce matin, il y avait du 50 cm de voie d'abord en l'an 2000 pour mettre une prothèse de hanche, c'est-à-dire aller pour mieux voir, s'agrandir plus, ce n'est pas vraiment utile. Il vaut mieux savoir où sont les choses et s'agrandir le moins possible. Donc je crois que malgré tout, bien que les publications ne montrent pas de très grandes différences entre les grandes voies d'abord et les plus petites, on a fait de vrais progrès en diminuant nos voies d'abord. La deuxième qui me paraît un vrai progrès, c'est l'arrivée de ces tiges courtes. Parce que la tige courte va permettre pour de bon de conserver une grande partie du capital osseux et musculaire et de reproduire une hanche qui soit proche de la hanche normale. Et ce que je regrette, c'est de pouvoir poser ces tiges courtes que depuis 2014, alors que je l'en aurais bien posé toute ma vie, et en leur faisant faire des progrès. Et puis la troisième, que je trouve récente, c'est la planification avec EOS. C'est-à-dire qu'avant, je ne m'intéressais pas à la planification parce qu'on planifiait avec des radios qui étaient différentes, toutes avaient des agrandissements différents, des orientations différentes. C'était tellement faux au départ que ça donnait une fausse idée de ce qu'il fallait faire. Et je trouve que ceux qui étaient le plus obsédés par la planification étaient ceux qui avaient le plus d'inégalités de longueur et de problèmes. Parce qu'ils voulaient appliquer leur planification plutôt que ce qu'ils voyaient. Je reviens totalement en arrière parce qu'avec l'EOS, qui ne donne pas d'agrandissement, et qui permet, avec un ordinateur aujourd'hui, comme par exemple Tromacad, d'être assez proche de ce qu'on veut faire, ça fait bien réfléchir à la prothèse. Et même si on ne fait pas exactement la prothèse qu'on a prévue, on s'en approche maintenant très près. Et quand on n'a plus les os, ça me manque maintenant. C'est-à-dire quand je dois opérer un malade sans avoir planifié, j'avoue que ça me manque. Et là, c'est là où je vois les trois progrès essentiels pour la prothèse de hanche. Après, les matériaux, la plupart existaient avant. Le polyéthylène est maintenant réticulé, donc on peut revenir à un couple de frottement tête dure polyéthylène réticulé, alors que tous les coupes de frottement dur qu'on a essayé ont été à risque. Je pense que la céramique est malgré tout un matériau à risque, avec un risque de squeaking, avec un risque de fracture, avec le fait qu'on ne peut pas reprendre par une autre prothèse ensuite qui ne soit pas en céramique. Et le métal-métal a des risques de ce qu'on a dit tout à l'heure, de libérer du nickel. Donc je pense qu'un des progrès, c'est le polyéthylène réticulé qui nous permet de faire un couple mixte avec moins de danger. Oui, Voilà les progrès que je vois. couple mixte céramique PE. Oui, oui. Alors céramique PE, ce n'est pas tellement pour la rugosité parce que dans les publications aux États-Unis, ils ont fait la survie d'une prothèse en fonction du couple. Et ce qui a le meilleur survie, c'est une tête en métal avec un polyéthylène réticulé, suivi de la céramique polyéthylène réticulé et dernier céramique-céramique. Le plus de complications céramique-céramique. Et il l'explique par le fait qu'il y a quand même eu quelques fractures de tête. Mais ça, c'est avant qu'il arrive la céramique delta. C'est-à-dire que les céramiques d'aujourd'hui qui fracturent la tête, bof, il n'y en a presque plus. Je ne pense pas que c'est une complication. Par contre, c'est intéressant de mettre une prothèse en céramique pour ne pas mettre face à un col en titane ou en chrome molybdène, en chrome cobalt, un autre métal qui n'est pas le même matériau. Ce n'est pas malin de mettre une tête en chrome cobalt avec un col en titane. Ce n'est pas bon pour la corrosion. Donc, il vaut mieux mettre une céramique. Je crois. Après, je donne que mes avis d'aujourd'hui, mes tendances aujourd'hui. D'accord. D'autres questions? Ouais, moi j'ai une question parce que d'ailleurs on a eu un cas ensemble avec M. Bonnevial et quelques chefs de clinique sur l'évaluation de la qualité osseuse. Est-ce que, parce que la frontière entre, j'ai envie d'être optimiste pour tout. Qu'est-ce qui vous bloque pour ne pas le mettre chez les patients en fonction de la qualité osseuse et au final, comment on calcule ce seuil de dureté ou de qualité osseuse qui suffirait pour mettre un optimiste? Parce que j'ai envie de vraiment d'ouvrir complètement le champ de. Je crois qu'il n'y a pas de limite en fait. Alors, au début, je pensais l'optimiste que dans les indications, je faisais du resurfaçage, c'est-à-dire le sportif encore jeune avec un os de bonne qualité. Et maintenant, effectivement, je vois cette année, j'ai mis 2 ou 3 prothèses standards. Et quand j'en ai mis, elles étaient cimentées. Donc, vraiment, c'est quand je dois passer à la cimentation, je retombe sur la prothèse standard. Et ces cas-là,
c'est une histoire non seulement de qualité globale de l'os, mais surtout de forme. C'est-à-dire quand l'os est vraiment cylindrique, à ce moment-là, avec un os cylindrique et une paroi peu épaisse, j'abandonne l'idée de mettre une prothèse courte et j'abandonne aussi l'idée de mettre une prothèse non cimentée. Je passe carrément à une prothèse cimentée. Donc pour moi, il y a la standard cimentée et la courte. Et 98% des malades relèvent d'une courte. Mais c'est mes indications d'aujourd'hui. Il y a 5 ans, ce n'était pas ça. Mais j'ai pris confiance. On l'a apprivoisé petit à petit, on l'a vu. Ouais, j'ai pris confiance. Ils vont tellement bien, les malades, avec une tige courte, que ça m'ennuie de mettre une standard. Mais bon, c'est pas si on va dans un congrès avec tous nos collègues, je me fais assassiner en disant ça. Donc, c'est ce que je pense. Mais ça sera amusant de discuter et de le défendre. Attention, les tiges courtes, ce n'est pas toutes les tiges courtes. C'est les tiges courtes avec appui sur le calcaire. Celles qui sont déjà appuyées sur le calcaire quand on les pose et qui conservent tout l'os en latéral. Et ce n'est pas celles qui sont dans l'axe et qui ressemblent à une prothèse standard, mais dont on a enlevé la partie distale de la tige. Qui est aussi une tige courte, puisqu'elle est plus courte que la standard. Mais pour moi, une tige courte, c'est avec appui direct sur le calcaire. C'est comme l'optimisme, mais il y en a d'autres. La nano, c'est comme ça. Et il y en a 2 ou 3 qui sont comme ça. Et je pense celle qu'on a, la Dream, ressemble à une tige courte, mais se met aussi en appui sur le calcaire. Je ne peux pas trop m'avancer parce que j'en ai mis qu'une. L'avenir le dira, effectivement. Oui, mais si tu la mets, mets-la comme une optimiste. Ne la mets pas dans l'axe comme tu mettrais une standard. Oui. Mais elle a la forme pour. Oui. Si on les met à côté, elles se ressemblent quand même. Il n'y a pas une très grande différence ni dans la longueur, ni dans la forme, ni dans le… Donc, elle est métable. D'autres questions? Allez-y, parce que c'est l'occasion de poser plein de questions au sujet des prothèses de hanche, des généralités. Oui, monsieur. Moi, j'ai une question. Allez, vas-y. Merci beaucoup pour la présentation. J'ai une question à propos de adapter l'abord selon la pathologie du patient et la morphologie du patient. Ça veut dire un abord antérieur pour un patient qui est obèse ou jeune, un abord latéral qu'on n'a pas beaucoup discuté et un abord postérieur selon la raideur de Alors, la quelles seraient hanche. tes indications à toi? C'est raide Par exemple, par derrière, je suis jeune et obèse par devant. obèse, je préfère en avant parce qu'il y a moins de graisse en avant. On passe pas dans la masse graisseuse et ce sera plus simple pour aborder. Moi, je suis d'accord avec ta première partie qui est on pourrait ne pas être bloqué sur une voie d'abord, ne savoir en faire qu'une et savoir toutes les faire et adapter les voies d'abord en fonction du morphotype. Là, oui, mais tes indications ne me plaisent pas tellement. Moi, c'est-à-dire, plus on est gros, plus c'est dur de faire une voie antérieure, c'est-à-dire de faire monter le fémur. Plus il y a de muscles, parce qu'il ne faut pas oublier qu'un obèse, c'est un musclé. C'est-à-dire il a non seulement de la graisse, mais énormément de muscles par derrière pour transporter toute cette graisse. Et tu tombes sur quelqu'un de très musclé où la voie antérieure est loin d'être facile, surtout avec le panicule abdominal qui te tombe dessus. Donc moi, un obèse sur le côté par voie postérieure, et si j'y arrive pas, je peux m'agrandir autant que je veux, m'irait mieux. Donc je ne le vois pas comme ça. Mes indications, ça serait une dysplasie de hanche chez quelqu'un avec un col très antéversé, une danseuse, je l'opérerai par en avant parce qu'elle va être facile à opérer avec son antéversion et je vais lui conserver tout le mur postérieur, tous les muscles postérieurs et je lui mettrai une tige courte pour ne pas abîmer les pelvites trochanteriens. Un malade qui est raide ou qui, c'est-à-dire beaucoup des autres, je les fais par voie postérieure. Ensuite, à une époque, on ne faisait que des voies antérieures dans le service. C'est-à-dire qu'on a fait, c'est très simple, moi quand je suis arrivé chez M. Teza, il faisait que des voies antérieures par une voie où on enlevait un petit peu la partie antérieure c'était la voie de Muller 2, qui était une voie où on enlevait juste le faisceau antérieur du moyen fessier, on faisait la prothèse malade sur le dos et on fermait. Et après, j'étais à Bordeaux où M. Honton faisait des voies postérieures et ça m'a semblé plus sécure, c'est-à-dire reproductible. C'est important de pouvoir le faire à tous les malades. Et quand je suis revenu, il était extrêmement mécontent parce que quand j'étais chez la clinique, je faisais des voies postérieures. Et il m'engueulait tout le temps, jusqu'au jour où on en a fait une ensemble, et il a fait aussi des voies postérieures. Ça me prouve une certaine ouverture d'esprit. Et ensuite, quand est arrivée la voie de Rottinger, ça m'a plu parce que j'ai vu Rottinger le faire. Et donc, j'ai fait pendant 5 ou 6 ans des Rottinger, de 2000 à 2005.
et avec un certain nombre de difficultés, c'est-à-dire qu'il y a des fois c'était très facile et des fois plus dur. Je ne trouvais pas que c'était facile à chaque fois. Et des difficultés pour couper le col. Et ensuite, on a fait une thèse qui est la thèse de Lafosse, où il a comparé les résultats des mini-voies postérieures avec les mini-voies antérieures, et les voies postérieures ont gagné avec 0 complication sur 300 malades, et les autres ont eu 6% de complications par voie antérieure. Et donc, je suis repassé à la voie postérieure après cette étude. Et maintenant, j'y reste et je sais faire la voie antérieure, mais je la garde que pour quelques malades. Pour le resurfaçage, si j'en faisais, j'ai fait des resurfaçages par voie antérieure, mais pas pour tous les malades, parce que je trouve que la voie, le mot clé pour la voie postérieure, elle est reproductible. Je peux la faire à tous les malades, les gros, les maigres, les raides, les grands, les petits. À chaque fois, je retrouve les repères. À chaque fois, je peux faire une chirurgie qui se ressemble, parce que ce n'est pas sûr par voie antérieure. D'accord. C'est mon avis aujourd'hui. Hein. Et pour la voie Ardèche Et après, latérale? je te souhaite, au Liban, tu vas en avoir beaucoup, des gens qui ont trop mangé de mezzé. Oui. Et ben, tu vas voir par voie antérieure, tu vas souffrir. D'accord. Ou alors, tu vas t'agrandir énormément. Oui. Merci, monsieur. C'est une mode, la voie antérieure. Mais si les publications actuelles, celles qui sortent maintenant, retrouvent ces chiffres de 5 à 7% de complications, fausse route, petite fracture péropératoire, erreur de hauteur, on les retrouve assez régulièrement par voie antérieure. D'accord. Oui, puis historiquement, Philippe, enfin, pour les jeunes, cette voie de Rottinger, là, quand elle est revenue il y a 7 ou 8 ans, elle est revenue dans les bagages d'un laboratoire. Et on avait l'impression que la prothèse de hanche ne pouvait être posée que par un chirurgien à tel endroit. À l'époque, Oui. c'était l'Institut René Sabran à Hyères, et avec tel type de prothèse. Ça a fait d'ailleurs. Les autres étaient des nuls. Et les autres étaient des nuls. Hein, Et il y a eu la voie de Berger, pareil, c'est-à-dire une double voie d'abord, une antérieure et une autre postérieure, ou qui permettait de mettre la prothèse par mini-voie, le tout sous radio. Voilà. Et aux États-Unis, quand on arrivait dans l'aéroport, on expliquait que seule cette voie était une voie valable pour se faire une prothèse de hanche et qu'il y avait 20 chirurgiens au monde qui savaient la faire, donc voici les noms. Et voilà. Ça, c'était vraiment, c'est un labo qui avait fait ça aussi. Ça avait été assez Alors, catastrophique. et Oui. je voudrais vous le montrer quand je le retrouve. Il y a une publicité d'un chirurgien anglais qui s'est mis à cette voie d'abord et qui, dans un des journaux anglais les plus lus, a publié le professeur Intel sait faire la voie antérieure. Il a fait la première la semaine dernière comme une greffe du cœur et il l'a faite en moins de 30 heures. Il y a écrit il a fait l'opération en moins de 30 heures, ce qui est quand même pas un exploit, une prothèse de hanche en moins de 30 heures. Je pense qu'ils se sont trompés. C'est devait être en moins de 30 minutes Oui. ou de 3 heures, je ne sais pas, mais 30 heures, ça me paraît énorme. Allez, lancez-vous pour les questions, parce que c'est des questions d'ordre très général. Ce qui est dommage, que je regrette, parce que j'ai une planche sur le sujet, c'est qu'on ait abandonné l'étude de l'anatomie dans les études de médecine. En première année, il n'y a plus les membres. Ensuite, les membres, c'est en avant de quelques pathologies spécialisées. On n'en reparle plus pour l'internat. C'est dommage, à une époque où on n'a jamais vu autant de choses que sur un scanner ou une IRM, et où la chirurgie est quand même basée sur l'anatomie, quoi qu'on en pense. C'est dommage de ne pas l'avoir apprise et de ne plus avoir le temps de s'y intéresser. On ne l'a même pas apprise de manière classique, c'est-à-dire les muscles sont là, s'accrochent à tel endroit. Déjà, ça, on ne l'a pas appris. Mais à quoi ils servent et comment, dans quelle position ils sont en fonction de la position, les laboratoires d'anatomie ont de moins en moins de pouvoir. C'est dommage. Même tu as vu, le laboratoire d'anatomie de Tours est en train de fermer. Vous avez d'autres questions? Vous voulez qu'on s'arrête là? Bon, eh bien, on va s'arrêter là. Tous d'accord? Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Après Nicolas Réna, on va trouver une autre date pour faire ta communication. Ça pourrait être aussi une des premières de septembre, puisqu'elle sera prête à ce moment-là. Qu'est-ce que tu en penses? Il est parti. Bon, on lui proposera de faire la première communication de l'année prochaine. Allez, je vous souhaite une bonne soirée. Quel est le prochain lundi prochain? Je pense, il faut que je revoie le programme, mais je pense que c'est particulier. Ça devait être une RMM,
Et on Oui, a demandé à ce qu'on discute des traumatismes du vagin dans les, dans les traumatismes du bassin, parce qu'il y en a eu un ou deux qui sont passés récemment, totalement inaperçus, et donc quand on ne le traite pas rapidement, ça laisse de fortes séquelles. Alors je veux bien le croire, parce que moi j'ai une de mes malades qui était une passagère en moto. Ils sont tombés, elle est partie à 120 à l'heure, jambes écartées dans un poteau, et entre les jambes. Et c'est vrai qu'on s'est intéressé à tout ce qui était osseux et pas trop ce qui était partie molle, ce qui est une erreur. oui. Et donc, une spécialiste de cela, en gynéco, va nous en parler pour nous dire ce qu'il faut faire en urgence quand il y a ça. Oui, oui, oui. C'est un point important. Les fractures ouvertes du bassin, souvent, sont difficilement examinables à l'endroit où c'est. Et il peut y avoir de grosses, grosses, grosses séquelles après. Tout Et à chez fait. l'homme aussi, il y a la moto avec, vous savez, le bouchon de réservoir, surtout dans les motos qu'on appelle ténérées, avec des gros réservoirs très hautes. Et quand on rentre contre un obstacle, on part vers l'avant et tout ce qui est entre les jambes s'accroche sur le bouchon de réservoir. C'est un traumatisme du bassin du même type. Et chez l'homme, souvent. Et ça, on le voit. Donc, quand Oui. vous achetez une moto, pas de bouchon visible sur le dessus. Très important. Surtout si vous achetez une moto pour être plus viril. Oui. Il faut le rester. Il ne suffit pas de l'être, il faut le Voilà. rester. Très Allez, bien. ces grandes paroles. Je le couperai ça parce que c'est pas. Allez, ciao. Merci Philippe, en tout cas. Merci. Merci.